Bonjour à tous, donc ravi de vous accueillir aujourd'hui à ce webinaire destiné aux employeurs. Donc, nous allons voir ensemble la nouveauté concernant le dispositif d'isolement et d'arrêt de travail des salariés. Je suis Ingrid Vandenbroek, conseillère employeur, et je vais co-animer ce webinaire avec Karim Maclès que vous voyez à l'écran et Quentin Guimbelot, qui a un petit souci technique vidéo, mais c'est pas grave, vous l'entendrez quand même. Ce webinaire se déroulera sur 1 heure. Donc, une première demi-heure au cours de laquelle je vous présenterai le dispositif d'isolement et arrêt de travail des salariés. Et la seconde demi-heure sera consacrée aux réponses à vos questions que vous nous avez posées lors de votre inscription. Donc, vous avez la possibilité de poser des questions via le chat. Cependant, les réponses vous seront apportées a posteriori. Donc, petite précision avant de commencer. Donc, vos micros sont coupés ainsi que vos caméras pour vous assurer une bonne qualité d'écoute. Donc, à l'issue de ce webinaire, nous vous enverrons donc le support de présentation ainsi que les questions-réponses et le questionnaire de satisfaction. Donc, je vous invite à y répondre afin que nous puissions adapter nos prochaines interventions en fonction de vos attentes. Donc, je vais vous partager le diaporama pour que vous puissiez suivre. Voilà. Donc, nous allons aborder ensemble les différents cas d'isolement, l'accompagnement de l'assurance maladie, l'isolement du patient symptomatique, le cas contact, la prise en charge par l'assurance maladie et enfin la gestion au niveau de la paye. Donc, je vais donc vous présenter aujourd'hui la nouveauté que vous avez certainement entendu parler, le patient symptomatique qui peut s'isoler seul. L'idée principale, c'est l'isolement du salarié et on va chercher à gagner en rapidité sur l'isolement. Donc, vous connaissez déjà l'isolement pour 4 cas. Donc, les personnes vulnérables qui présentent certaines pathologies, les parents qui ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'école et qui doivent s'isoler, les cas contacts alertés par l'assurance maladie car ils ont été identifiés par un patient 0, le patient 0, lui qui est détecté par un professionnel de santé. Et maintenant, en plus de ces 4 cas spécifiques, s'ajoute la nouveauté de cette année, donc le patient symptomatique. C'est celui qui va présenter des symptômes avant même qu'il soit détecté par un professionnel de santé ou par l'assurance maladie. Alors, que peut-on dire sur la capacité de travail à distance ou plus communément appelé télétravail? Donc, le télétravail reste la priorité. Dès lors que votre salarié présente des symptômes, il reste en télétravail. L'idée étant de rester le plus possible en télétravail pour éviter la contamination avec les autres salariés. Donc, si le télétravail est impossible ou que son poste ne le permet pas ou encore que l'entreprise est fermée, l'assurance maladie prendra le relais. La règle, c'est le télétravail. On est d'accord que si votre salarié n'est pas en capacité de télétravailler car son état de santé ne lui permet pas, il sera pris en charge par l'assurance maladie. Donc, face au Covid, le télétravail reste la priorité. Cependant, donc, si le télétravail n'est pas possible, vos salariés peuvent se retrouver dans 2 situations. Donc, le premier cas, là, on va retrouver donc, les personnes vulnérables et les parents dont les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Donc, pour ces personnes, elles vont être mises au chômage partiel par l'entreprise. Pour tous les salariés du régime général, sauf certaines catégories socio-professionnelles, telles que les professionnels de santé, les artisans, les commerçants, qui peuvent avoir recours au service Déclare Amélie. Donc, pour connaître toutes les personnes concernées en tant que personnes vulnérables, je vous invite à consulter notre site amélie.fr. Donc, le deuxième cas, donc là, on va avoir une indemnisation de l'assurance maladie et le complément de salaire de l'employeur. Et donc, ce sera pour les patients zéro, le cas contact et la nouveauté, donc le patient symptomatique. Donc, l'assurance maladie va accompagner, l'idée étant de protéger au maximum. Donc, aujourd'hui, le dispositif, vous connaissez tous, c'est tester, tracer et isoler. Donc, les professionnels de santé, eux, s'occupent de la détection lors de tests. La plateforme Contact Tracing va traiter l'information, accompagner les cas contacts, les patients zéro,
en utilisant tous les moyens possibles, donc téléphone, SMS et mail. L'assurance maladie, elle, va intervenir pour tout ce qui est patient zéro, les cas contacts, au niveau de l'indemnisation. Donc, quelques mots au sujet de la cellule Contact Tracing en Seine-Saint-Denis. Donc, on a actuellement 200 personnes qui sont mobilisées sur ce service pour passer notamment les appels et les recevoir. Donc, depuis le 1er janvier 2021, on a eu plus de 43 000 appels. Au vu de la diversité de notre département, 30 langues sont parlées actuellement au sein de la cellule Contact Tracing. Donc, depuis le 1er janvier 2021, on a eu en Seine-Saint-Denis plus de 17 000 cas positifs et plus de 20 000 cas contacts. Donc, on s'aperçoit que les personnes ont peur en fait de dire avec qui elles ont été en contact. On imagine mal que la personne qui est positive ait croisé que 2 personnes. Donc, il faut vraiment donner les noms des personnes avec qui on a été en interaction pour que l'on puisse mieux les accompagner. C'est vraiment le but de la cellule Contact Tracing, les alerter et les accompagner. Et lors de contact avec une personne de la cellule Contact Tracing, elle ne nommera pas, sur demande du patient zéro, son nom. Donc, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucune nomination. Isoler pour protéger. C'est pour cette raison que l'on a décidé au niveau de l'assurance maladie d'agir plus vite. C'est-à-dire que dès qu'un salarié qui ne peut pas télétravailler, par exemple vous en tant que salarié ou moi, dès que l'on a des symptômes, que l'on ait la possibilité de pouvoir s'isoler pour se protéger, mais aussi pour protéger les autres. Alors c'est pour ça, un service a été mis en place sur le site internet Déclare Amélie. Donc c'est l'isolement du patient symptomatique. Donc on connaît sur le site Déclare Amélie les situations spécifiques, les cas contacts, et maintenant on a le patient symptomatique. Alors, élément important, c'est qu'en cas de réception de 2 arrêts avec une même période, c'est l'attestation d'isolement qui prime sur l'arrêt délivré par le médecin. Donc, on va privilégier bien sûr la téléconsultation, que l'on soit cas contact, patient zéro ou patient symptomatique. Oui, on va éviter en fait d'aller voir le médecin et de patienter dans une salle d'attente, surtout si on est très symptomatique. Donc, inutile de prendre des risques, on utilise la téléconsultation. Le site Déclare Amélie, voici comment il se présente. Il existait déjà pour les cas contacts. Donc, vous voyez ici pour les cas contacts. Et désormais, on l'aura pour le patient qui présente des symptômes. Vous avez aussi pour les assurés, pour qu'ils puissent bénéficier des personnes vulnérables, et les enfants garde à domicile. Et nous avons un nouveau téléservice depuis lundi concernant les déplacements à l'étranger. On vous en parlera lors des questions-réponses. Concernant la prise en charge, donc elle est plus simple, elle est plus rapide, puisque les indemnités journalières sont versées dès le premier jour et sans délai de carence. Donc, nous, assurance maladie, on va payer sur une base maladie, et vous, de votre côté, vous allez faire le maintien de salaire. Donc, le maintien de salaire ou complément employeur, vous connaissez déjà. C'est peut-être déjà mis en place au sein de votre entreprise. Et puis, comme c'était le cas déjà en mars et avril, il n'y a pas de condition. Tout le monde a le droit au maintien de salaire. Car ce qui est important, c'est que l'on ait un réel isolement du salarié. Donc l'idée, c'est d'avoir une prise en charge rapide pour pouvoir s'isoler rapidement. Donc là, on va voir ensemble le cas contact. Donc lorsque la cellule contact tracing va prendre contact avec le patient zéro, donc c'est celui qui est testé positif par un professionnel de santé, ce patient va dire avec qui il a été en contact. Alors là, le cas contact, dès qu'il est identifié, il est alerté par l'assurance maladie et on va le contacter pour lui dire de s'isoler. Donc la personne va se rendre sur le site Déclare Amélie, va cliquer sur accéder au service cas contact et c'est seulement sur invitation de la cellule contact tracing que le cas contact va aller s'isoler et se déclarer sur Déclare Amélie. Donc c'est un service qui existe déjà. C'est pour vous peut-être un simple rappel, mais c'est quelque chose que vous connaissez. Donc l'attestation d'isolement. Donc quand la personne est contactée par la cellule contact tracing, elle doit aller se déclarer sur le site Déclare Amélie. Elle obtiendra un justificatif d'absence et ensuite elle recevra une attestation d'isolement. Donc c'est l'équivalent d'un arrêt de travail et c'est pour ça que vous voyez qu'elle ressemble à un volet 3.
Alors, l'isolement pour le cas contact, ça sert déjà à le protéger, à protéger les autres. Donc, le cas contact est alerté par la cellule contact tracing. On va lui demander de rester isolé pendant 7 jours minimum. Donc, il se rend donc sur le site Déclare Amélie, récupère son justificatif d'absence et il va aller se faire tester. Et il va pouvoir envoyer donc à vous, en tant qu'employeur, son attestation d'isolement, qui lui est délivrée donc sur le site. Donc, c'est seule cette attestation d'isolement qui va permettre l'indemnisation. Donc, c'est vraiment ce document-là. Ça, c'est votre justificatif RH. Donc, attention, hein, donc les délais sont variables selon les caisses. Donc, pour recevoir cette attestation d'isolement, ne soyez pas surpris si vous attendez quelques jours pour la recevoir. Donc, ensuite, en fonction du test PCR, la personne pourra retourner ou non au travail. Donc, sur le schéma, le cas contact est alerté par la cellule contact tracing. Donc, elle va lui demander de rester isolé 7 jours minimum. Il se rend donc sur le site Déclare Amélie et récupère son justificatif d'absence. Il va se faire tester et va pouvoir envoyer à son employeur son attestation d'isolement qui lui est délivrée par l'assurance maladie. Donc là, on a 2 cas de figure. Donc, notre premier cas, là, il est négatif. Donc, le salarié retourne au travail dès le lendemain du résultat du test. Notre deuxième cas, il est positif. Donc, à ce moment-là, il va tomber dans le dispositif de la cellule contact tracing et il recevra une seconde attestation d'isolement. Donc, il sera alors patient zéro. Donc, le cas contact est devenu patient zéro. Pourquoi? Parce qu'il est devenu positif. Donc, les délais à l'écran, c'est pour vous donner un ordre d'idée, car en réalité, c'est vraiment la cellule contact tracing qui va adapter la solution en fonction de chaque cas. Donc, depuis lundi, donc depuis le 22 février, la période d'isolement a changé. Donc, on aura 7 jours pour les cas contacts et on aura 10 jours pour les patients zéro, donc ceux qui sont testés positifs. Donc là, je viens de vous faire un rappel pour les cas contacts et le patient zéro. Donc, ce sont des choses que vous avez peut-être vues ces derniers mois. Donc là, la nouveauté, c'est de pouvoir isoler immédiatement et de faire là, on va faire un zoom en fait sur la nouveauté, le salarié symptomatique. Donc le patient symptomatique, ça va être quoi? Ça va être qui? Donc c'est l'un de vos salariés qui va présenter en fait des symptômes et qui ressemblent au Covid, donc toux, fièvre, courbature, fatigue. Il va dans ce cas-là se déclarer et pour ça, il va aller sur le site Déclare Amélie. Donc c'est le même dispositif que le cas contact. Et là, on va rentrer un peu plus dans le détail. Donc, si le télétravail n'est pas possible, alors le patient symptomatique va se rendre sur le site Déclare Amélie. C'est un site sécurisé. Il va se déclarer dès l'apparition des symptômes pour s'isoler le plus vite possible afin de limiter les risques de contagion. Donc, on revoit la page d'accueil de l'assurance de Déclare Amélie. Vous avez les 4 cas. Le cas contact que l'on a vu précédemment. Et là, maintenant, on va aller sur le patient qui présente des symptômes et qui va devoir s'isoler. À l'instar de ce qui est prévu pour le cas contact, le patient zéro, le patient symptomatique va avoir une prise en charge complète. C'est ce que l'on va voir ensemble. Donc, pour tous, on a une indemnité journalière sans carence, dès le premier jour d'isolement sur une base maladie et avec un complément de salaire qui est à votre charge, donc sans condition d'ancienneté. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas de perte financière pour que tout salarié, dès lors qu'il y a des symptômes, qu'il ait la possibilité de s'isoler rapidement et réellement. Donc, on a en effet vu que la situation financière était un frein à l'isolement. Vous l'avez connu, vous en tant qu'employeur, vous nous l'avez signalé dans les différents messages ou lors de contacts avec la plateforme téléphonique ou encore avec vos conseillers employeurs. Là, la prise en charge va être la même pour tous dès le premier jour, sans carence avec le complément employeur. Donc, on va voir le déroulement d'une déclaration du patient symptomatique sur Déclare Amélie. Donc, à la première connexion, le salarié va obtenir un code confidentiel et un récépissé. Donc, ce récépissé
vaut pour justificatif d'absence au niveau RH, pour vous, mais il ne vaut pas pour arrêt de travail au niveau de l'assurance maladie. Il va avoir un code confidentiel. Ce code est précieux. Il va devoir s'en servir à nouveau lors de sa deuxième connexion. Donc, en cas de perte ou d'oubli du code, votre salarié pourra contacter le 3646 qui l'accompagnera. Après la première connexion, donc le salarié télécharge son récépissé ou justificatif RH pour dire qu'il s'isole et ce justificatif, il va vous l'envoyer. Donc, j'attire votre attention sur le fait que ce récépissé ne suffit pas pour déclencher la prise en charge par nos services. Il justifie simplement l'absence de votre salarié. Donc, la prise en charge des indemnités journalières par l'assurance maladie aura lieu, donc bien sûr sur certaines conditions et après contrôle. Donc, le patient symptomatique, après avoir effectué sa déclaration sur Déclaramélie, il va se faire tester, c'est obligatoire. Donc, il va se reconnecter une seconde fois avec le code confidentiel qu'il a conservé. Il va renseigner la date du test et identifier le laboratoire. Ainsi, il va télécharger son attestation d'isolement. Une seule connexion ne suffit pas. Il faut bien évidemment la seconde connexion pour obtenir l'attestation d'isolement, pour pouvoir bénéficier de la prise en charge des indemnités journalières. Donc, comment ça marche? Donc, on va aller un peu plus dans le détail concernant cet isolement. Donc là, on a un exemple d'un résultat négatif. Donc, en cas de résultat négatif, on a une première connexion qui va permettre à votre salarié d'obtenir le récépissé qui est un simple justificatif RH et un code. Donc, cela veut dire qu'il s'engage à faire son test tous les 48 heures. Et derrière, il va devoir se reconnecter une seconde fois pour dire qu'il est testé négatif. Il va pouvoir télécharger son attestation d'isolement. Et là, ça vaut pour arrêt de travail. C'est pour ça qu'elle ressemble à un volet 3. Il faut que votre salarié clique sur « Exporter une synthèse de votre déclaration » pour qu'il puisse récupérer son fichier. Donc, dans notre exemple, le test est négatif. Donc, qui dit négatif dit reprise de travail le lendemain du résultat du test. Donc, c'est bien la différence avec ce que l'on avait avec les gardes d'enfants au printemps dernier. Là, c'est le salarié qui est totalement acteur de la démarche. Donc, la durée de l'attestation d'isolement va être variable s'il est négatif ou positif. Donc, dans le cas du patient qui est négatif, donc le salarié se dit « je ne me sens pas bien, je vais aller sur le site Déclaramélie », il va télécharger le récépissé, le justificatif d'absence et va s'engager à faire le test. Donc actuellement, les délais entre le rendez-vous et le résultat du test, on peut être en moins de 24 heures. On a donc des délais d'isolement raisonnables. Donc vous voyez que le dispositif prévoit jusqu'à 4 jours. Cependant, quand il va se reconnecter une seconde fois sur le site Déclaramélie, donc il va aller donner la date du test, le numéro du laboratoire, pour pouvoir télécharger l'attestation d'isolement, donc qui ressemble au volet 3 et qui permet l'indemnisation. Là, on est sur un résultat négatif. Donc, qui dit négatif dit reprise de travail le lendemain du test. Maintenant, le cas où le patient est testé positif. Donc, pareil, on a une première connexion. Le salarié va sur le site Déclaramélie et obtient un code personnel. Il a bien conservé son récépissé et il va obtenir son récépissé qui vaut justificatif RH. Donc là, il s'engage à faire le test, il se reconnecte avec le résultat du test pour entrer les éléments, donc la date du test, le numéro du laboratoire, etc. Cela va lui générer une attestation d'isolement qui vaut pour arrêt de travail. Il doit vous l'adresser et elle est à télécharger tout de suite. Donc, cette fois, dans notre exemple, notre salarié est positif. Donc, il va être pris en charge par la cellule contact tracing qui va lui envoyer une seconde attestation d'isolement. Dans ce cas, l'isolement sera prolongé jusqu'à 10 jours à compter des premiers symptômes, et ça depuis lundi, depuis le 22 février. Donc là, nous sommes encore sur l'hypothèse du patient positif, mais là, je vais vous commenter le schéma, mais cette fois un peu plus rapidement. Donc,
Le salarié a des symptômes, il va donc se déclarer sur Déclaramélie, il a son récépissé d'attestation de justificatif d'absence, il se fait tester et là, cette fois, il est positif. Donc, il a eu son attestation d'isolement et comme il est positif, il est pris en charge par la cellule contact tracing et il va recevoir donc pardon, excusez-moi. Donc, il va recevoir son attestation, sa deuxième attestation d'isolement, donc une seconde. Donc, on avait une première demande lorsqu'il se sentait pas bien. On a un arrêt 24 à 48 heures en moyenne, donc ça peut aller jusque 4 jours. Et ensuite, la cellule contact tracing va prolonger alors au début des symptômes, donc depuis le début, et ça sera bien 10 jours, puisqu'il est positif. Donc, c'est une appréciation de la cellule contact tracing en fonction des situations. Donc, je vous donne des exemples pour vous aider à vous approprier le dispositif, mais ces délais sont indiqués son maximum. En réalité, le test, c'est 24-48 heures et la cellule contact tracing va chercher à isoler 10 jours à compter des symptômes. Donc, comme je vous l'ai annoncé, donc depuis le 22 février, toute personne positive, donc patient 0, l'isolement passe à 10 jours et pas 7 jours comme indiqué sur le diapositif. Donc, si l'on veut résumer l'indemnisation en fonction de l'isolement des salariés symptomatiques, le schéma à l'écran est plutôt clair. Donc, si le télétravail est impossible, c'est à garder en tête, hein, il faut vraiment que ça soit impossible. Donc, j'ai des symptômes, je m'isole, je me déclare sur le site Déclaramélie, j'obtiens un récépissé que j'envoie comme justificatif d'absence à mon employeur, je m'engage à me faire tester sous 24 à 48 heures et j'enregistre les résultats de ce test sur amélie.fr, déclaramélie.fr. Je suis positif, donc je serai contacté par la cellule contact tracing et j'aurai une seconde attestation d'isolement qui vaudra arrêt de travail. Si je suis négatif, je reprendrai le travail à l'issue, tout simplement le lendemain du résultat du test. Donc, qu'en est-il de la prise en charge? Donc, le traitement va être plutôt simple et plus rapide et ouvert à tous. Donc, tout le monde est indemnisé de la même manière. Indemnisation unique, la même pour le patient 0, le cas contact ou le patient symptomatique. Donc, plus de carence, une indemnisation dès le premier jour d'isolement, pas de conditions d'ouverture de droit, de 150 heures, et on va payer, nous, sur une base maladie. Vous, côté employeur, vous faites le maintien de salaire. Donc, les formalités sont les mêmes que pour les arrêts de travail. Vous réalisez donc un signalement d'arrêt de travail en DSN et vous suivez la bonne réception de cette attestation de salaire depuis votre tableau de bord. Si vous ne faites pas encore de déclaration via la DSN, vous pouvez faire l'attestation de salaire sur Net Entreprise comme d'habitude. Donc, pas de règlement avec le récépissé. Donc, c'est ce que l'on a vu depuis le début. Le justificatif d'absence, lui, ne permet pas l'indemnisation. Le salarié doit faire un test obligatoire et doit se reconnecter et doit donner le résultat de son test et les coordonnées du laboratoire. Donc, le récépissé ne permet pas l'indemnisation, mais vous allez me dire avec quoi l'assurance maladie va indemniser. Donc là, on va voir ensemble que ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est l'attestation d'isolement. Donc, au final, ça ne change rien, presque rien pour vous. Mais vous devez transmettre des éléments. Donc là, excusez-moi, donc là, on voit bien qu'à droite, vous avez le justificatif RH. Donc là, pas d'indemnisation de notre part, c'est vraiment justificatif RH. Par contre, l'attestation d'isolement, lui, comme il ressemble à un volet 3, il permettra le paiement des indemnités journalières. Donc, on est bien d'accord que pour l'indemnisation de l'arrêt, que ce soit un arrêt pour un patient 0 ou un cas contact ou un salarié donc, qui s'isole parce qu'il a des symptômes, donc là, on a l'attestation d'isolement. Donc, on est bien d'accord pour une consultation. Donc, on prend l'exemple du patient 0. On a quelqu'un qui est testé positif, on a une prise en charge de la cellule contact tracing
qui va envoyer une attestation d'isolement, donc 10 jours à compter des premiers symptômes. Et là, dans notre exemple, on a quelqu'un qui est bien malade et qui, du coup, va être prolongé par son médecin sur la base d'une téléconsultation. On est bien d'accord, plutôt qu'une consultation en cabinet, hein. La personne va être prise en charge par l'assurance maladie dès le premier jour, sans carence, avec le complément de salaire, pour la durée totale de l'arrêt, y compris la prolongation. Donc, le complément employeur, j'en ai déjà parlé précédemment, il n'y a pas de condition, tout le monde y a droit. Et encore une fois, le but, c'est isoler pour mieux protéger. Donc, là, on va voir les éléments qu'on va pouvoir vous transmettre. Oh, pardon, je reviens en arrière. Donc, dès la réception de l'attestation d'isolement, celui qui ressemble à un volet 3, vous allez émettre un signalement d'arrêt de travail en DSN sur une base maladie, sauf si dans votre logiciel de paye est prévu le motif Covid. Le signalement d'arrêt maladie en DSN va permettre la reconstitution d'une attestation de salaire au niveau des caisses primaires d'assurance maladie, donc pour permettre le paiement de ces arrêts. Si vous n'utilisez pas encore le signalement d'événement, pas de panique, vous devez établir donc une attestation de salaire depuis votre compte Net Entreprise. Donc en cas de subrogation, vous pensez bien toujours à indiquer la période maximale qui est prévue par votre convention collective ou vos accords d'entreprise. Parce que si vous vous limitez aux dates indiquées sur l'attestation d'isolement et que votre salarié présente une prolongation de son arrêt, le risque, c'est que l'on paye la suite des indemnités journalières à votre salarié. Et là, on va faire le point. Donc, vous avez l'habitude, mais on fait un petit rappel, ça ne fait pas de mal. C'est la consultation du tableau de bord, que ce soit sur votre logiciel de paye ou sur Net Entreprise au niveau de votre DSN. Donc, vérifiez que vous avez bien un compte-rendu positif de nos services, ce qui va vous permettre en fait de vérifier si tous les éléments sont bien reçus par nos services et que l'on a tout pour payer. Donc voilà, j'ai terminé la présentation donc, de ce nouveau dispositif concernant l'isolement et l'arrêt de travail des salariés. J'espère que maintenant, c'est un peu plus clair pour vous. Donc, je vais laisser la parole à Karima et à Quentin qui vont répondre à vos questions et que vous avez donc formulées lors de votre inscription. Donc, toutes les questions que vous avez posées dans le chat, pas d'inquiétude, on y apportera une réponse a posteriori et on vous enverra tout ça par mail. Sachez que ce webinaire est enregistré et que l'on vous enverra donc le lien YouTube par mail également. Donc, je laisse la parole à mes collègues pour qu'ils puissent répondre donc à vos questions. Merci beaucoup Ingrid pour cette présentation qui fut très intéressante. Alors, on va prendre le relais immédiatement. Donc, je suis Karima Claes, votre conseillère entreprise. Je vais être accompagnée aujourd'hui de Quentin, qui est le responsable adjoint de la cellule Contact Tracing de la CEPAM donc 93. Alors, vous n'allez pas pouvoir le voir à l'écran parce qu'effectivement, on a quelques petites difficultés techniques. Cependant, vous allez parfaitement l'entendre. Donc déjà, je le remercie pour sa présence. C'est très gentil à lui de nous accompagner dans le cadre de la réponse aux questions que vous nous avez posées lors de votre inscription. Alors, Quentin, bonjour. Oui, bonjour Karima et bonjour à tous. Parfait, merci de nous accompagner donc, pour ce webinaire. Donc, je vais commencer par vous poser les questions donc, qui nous ont été posées donc, par les employeurs. Donc, la première, donc, je vais vous la lire. En cas de résultat positif, la cellule Contact Tracing prescrit un arrêt de travail. Donc, logiquement, de 10 jours maintenant, c'est bien cela. Voilà. Si l'attestation d'isolement doit faire l'objet d'une reconduction, le salarié doit-il repasser par la plateforme Contact Tracing? Donc, s'il y a un besoin de prolongation, elle est réalisée par le médecin traitant. À défaut de médecin traitant, il peut se faire prolonger en utilisant les plateformes de mise en relation existantes en vue de téléconsultation. En dernier recours, il pourra contacter effectivement la plateforme Contact Tracing pour obtenir sa prolongation.
D'accord, donc si je comprends bien, effectivement, aujourd'hui, donc quand on est cas positif, on se fait connaître donc sur la plateforme. La cellule contact tracing donc donne une attestation d'isolement de 10 jours. Et donc, en cas de prolongation, le salarié est invité donc à aller voir son médecin traitant. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, il y avait une autre question qui donc indiquait, est-ce qu'une carence sera appliquée sur la prolongation? Et dans le cas présent, non, aucune carence n'est retenue effectivement sur les prolongations, comme la règle de droit commun. D'accord, parfait. Donc, aucune carence ne sera appliquée. Alors, la deuxième question, un salarié donc qui ne peut pas télétravailler, donc est mis en isolement suite à son retour de vacances à l'étranger. Donc, quel est son statut en étant en isolement? Ce dernier doit-il faire un test PCR dans le pays de départ et un test PCR 7 jours après son arrivée? La protection à mettre en place lors de son retour avec le deuxième salarié, donc il a un collègue qui a 64 ans, faut-il attendre 14 jours pour pouvoir retravailler ensemble? Donc la question Donc, est un peu longue, je suis désolée. ce n'est rien. Donc, depuis le 22 février, il y a un téléservice qui a été mis en place à destination de l'employeur et qui permet de prendre en charge les assurés dans le cadre des IJ dérogatoires avec maintien de salaire. Attention, seul un voyage pour un motif impérieux, donc professionnel ou personnel, est pris en compte. Concernant la protection à mettre en place pour son retour, donc c'est au 10e jour D'accord, qu'il y aura son retour, en cas d'activité non télétravaillable et uniquement en cas d'activité non télétravaillable, c'est le port rigoureux du masque chirurgical ou grand public avec filtration supérieure à 90% et le respect strict des mesures barrières et la distanciation physique. d'accord. Donc si j'ai bien compris ce que vous m'avez dit, aujourd'hui, donc si moi j'ai détaché un salarié donc qui est parti pour un motif Mm. impérieux à l'étranger, qu'il revient, donc au préalable il a passé son test PCR, donc Oui, pour pouvoir revenir sur le territoire français. tout à fait, Une fois qu'il arrive, il est mis en isolement, c'est ça, d'accord? Et cette période d'isolement, elle est indemnisée par l'assurance maladie, tout à fait, d'accord? Et pour cela, donc l'employeur, il doit se faire connaître sur Déclare-Amélie. tout à fait. Entendu. Donc, bah, c'est parfait. Merci beaucoup, Quentin, pour cette réponse. Donc, ensuite, on a une troisième question. Le salarié peut-il reprendre le travail sans produire un test négatif? Donc, il n'y a aucune obligation légale de présenter un test négatif pour la reprise d'activité. Entendu. Donc, aujourd'hui, une fois la période passée, Mm. effectivement, on n'est pas obligé de produire donc un Ouais, test. tout à fait. Entendu. Bah, c'est parfait. Alors, je m'excuse par avance. J'espère que vous n'avez pas tous de l'écho parce que je vois qu'en commentaire, un employeur m'indique qu'il y a de l'écho. Donc, je n'ai pas de possibilité de régler le son. Donc, j'espère que tout de même, ça reste confortable pour vous. Donc, si vous avez d'autres difficultés, n'hésitez pas à nous en faire part sur le chat. Alors, la quatrième question, y a-t-il des règles dérogatoires pour le secteur médico-social? D'ailleurs, j'en profite car une question nous a été posée sur le chat concernant les personnels de santé. Alors, que pouvez-vous nous en dire, Quentin? Donc, effectivement, une procédure dérogatoire existe, hein. Elle s'applique à tous les personnels donc des établissements de santé, des établissements médico-sociaux, des centres de l'établissement français du sang, directement. Donc, il y a le respect des mesures barrières, dont le port du masque et les règles de distanciation. De ce fait, donc les personnels patients zéro asymptomatiques ne bénéficient pas d'un arrêt de travail par les plateformes contact tracing et sont orientés, le cas échéant, vers l'établissement employeur et à charge pour ce dernier d'appliquer le protocole sanitaire en vigueur. Deuxième cas, les patients zéro symptomatiques en établissement. Donc, les plateformes contact tracing réalisent un arrêt de travail pour ces catégories de personnel s'ils ne disposent pas d'un arrêt par le médecin du travail. Ces personnels aussi peuvent se rendre sur le site Amélie, donc Déclare Amélie, pour se signaler. D'accord. Et donc, la modalité de déclaration, donc par Déclare Amélie ou par la PFCT, permet la prise en charge des IJ sans carence. D'accord, c'est parfait. Donc, la priorité pour les personnels de santé, c'est de voir d'abord avec leur médecine du travail. Et effectivement, il y a quand même malgré tout des cas de figure dans lesquels ils pourront se déclarer sur la plateforme Amélie
donc pour pouvoir voir leur arrêt pris en charge donc, par l'assurance maladie. Donc, j'invite les personnels concernés, les personnels de santé. Toutes les indications se trouvent en fait sur le site Déclare Amélie. Et lorsque vous faites votre déclaration, en fait, les conditions pour pouvoir utiliser ce service sont bien indiquées. Donc, je vous invite à bien les lire. Alors, oui, donc ça concernait les règles dérogatoires pour le secteur médico-social. Donc, on a une question. Alors, un patient fait un test. Il est positif au Covid. Mais étant asymptomatique et pouvant télétravailler à 100%, il ne fait pas la démarche sur le site amélie.fr. Au bout du 4e jour, suivant son résultat, il a des symptômes. Quelles doivent être alors ces démarches? Dans le cas présent, donc, le patient doit contacter directement la plateforme Contact Tracing pour la prescription de son arrêt de travail, s'il ne peut pas télétravailler. D'accord. Alors, une autre question. Donc, un salarié en suspicion de Covid ou cas contact établit une demande d'arrêt sur le site déclareamélie.fr dans l'attente des résultats de son test PCR. Alors, le premier arrêt du lundi au vendredi, il est établi une nouvelle demande du lundi au mercredi suivant. Cette nouvelle demande est-elle considérée comme une prolongation? Le samedi et le dimanche sont-ils également indemnisés ou s'agit-il de 2 arrêts distincts? Alors, Quentin? Dans le cas présent, il s'agit de 2 arrêts distincts. Du fait de la rupture entre les 2 périodes d'arrêt. Entendu. Alors, les arrêts via le site Déclare Amélie sont-ils toujours acceptés? Donc, c'est une question effectivement d'un employeur. Donc, les arrêts réalisés sur le site Déclare Amélie sont soumis à des contrôles de cohérence. Comme il était présenté sur le PowerPoint, il y a 2 étapes à bien respecter. Si votre salarié ne réalise pas la 2e étape, effectivement, aucun arrêt ne sera délivré à la suite. D'accord, donc effectivement, on a bien compris lors de la présentation d'Ingrid que lorsque le salarié, imaginons symptomatique, vient se déclarer donc sur le site Déclare Amélie, donc il fait une première déclaration sur lequel en fait lui est délivré donc déjà un premier document et un numéro qu'il devra conserver. Et ensuite, une fois qu'il aura passé le test positif, donc c'est la 2e étape, à ce moment-là, il vient l'enregistrer et c'est ce qui va nous permettre à nous, l'assurance maladie, de prendre en charge effectivement son arrêt de travail. Donc, c'est bien cela? Tout à fait. Parfait. Alors, comment qualifier une demande d'arrêt maladie en ligne puisqu'il doit être soumis à une enquête de l'assurance maladie? Donc, les arrêts maladie délivrés en ligne sont des arrêts maladie dérogatoires. Donc, leur valeur ne peut pas être mise en cause. D'accord. Alors, la CEPAM délivre-t-elle des prolongations pour arrêt Covid ou est-ce seulement le médecin? Donc, comme je l'ai dit précédemment, il faut que votre salarié se retourne vers son médecin traitant. À défaut de médecin traitant, effectivement, il va vers les plateformes de mise en relation en vue d'une téléconsultation. D'accord, c'est parfait. Donc, qu'on soit bien clair, aujourd'hui, le premier réflexe à avoir quand on a des symptômes, effectivement, c'est d'aller se déclarer donc, sur le site Déclare Amélie. Donc, normalement, la cellule Contact Tracing va prendre en charge entièrement ce patient et donc va lui délivrer cette fameuse attestation. Si toutefois, la personne devait être prolongée au-delà du délai, à ce moment-là, on l'invite effectivement à passer une téléconsultation avec un médecin traitant ou son médecin traitant ou un autre médecin. Effectivement, seul lui serait à même à ce moment-là de prolonger. Mais on est bien d'accord qu'aujourd'hui, tous les arrêts liés au Covid devraient logiquement passer sur la plateforme Déclare Amélie. Oui, tout à fait. Entendu, c'est parfait. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup, Quentin, d'avoir participé donc, à la réponse de ces quelques questions concernant la cellule donc, Contact Tracing. Je vais prendre la suite des questions qui concernaient plus un aspect peut-être RH, mais je pourrais être amenée peut-être à vous solliciter de nouveau pour quelques questions. Donc, je reprends la suite. Donc, la question suivante était comment refuser un arrêt de travail fourni par une personne qui est autorisée à faire du télétravail?
Alors, bien évidemment qu'aujourd'hui, il est indiqué sur le site Déclare Amélie qu'on ne se déclare que lorsqu'on ne peut pas faire de télétravail. Cependant, on peut malgré tout être malade même en télétravail. Et si notre santé ne nous permet pas de télétravailler, on peut tout à fait être mis en arrêt et donc être contacté par la cellule contact tracing si par exemple on a été positif et qu'on n'est pas un patient asymptomatique mais qu'on est malade. Donc oui, il est compliqué pour l'employeur de refuser. Enfin, vous ne pouvez pas techniquement refuser si la personne se met en arrêt maladie. Alors, quelles sont les obligations de l'employeur en matière de santé psychique liée au travail? Alors, nous ne sommes pas compétents en fait pour vous répondre sur la question. Donc, j'invite l'employeur qui a posé cette question à se rapprocher de la médecine du travail, qui pourra effectivement lui apporter les informations nécessaires quant à la prise en charge psychologique de ses salariés dans le cadre du télétravail. Alors ensuite, est-il possible de faire contrôler un certificat d'isolement? Donc j'imagine que vous vouliez savoir s'il est possible de faire contrôler un salarié pour lequel donc on lui a fourni un certificat d'isolement. Donc alors, si vous souhaitez réaliser des contrôles, sachez qu'ils restent à votre seule charge. Effectivement, ce sont les règles habituelles. Vous pouvez mandater une société extérieure pour faire contrôler votre salarié. Donc, en chômage partiel, comment gérer les arrêts maladie simples et Covid? Qui les prend en charge? Alors, s'il y a du chômage partiel, donc si une personne est mise en chômage partiel et qu'elle tombe malade et que donc elle est mise en arrêt maladie, que ce soit un arrêt maladie classique d'ailleurs ou un arrêt maladie Covid, eh bien, ce seront les règles classiques de gestion des arrêts maladie qui seront donc mises en place par l'assurance maladie, sous réserve que les conditions donc soient remplies, bien évidemment. Alors, un arrêt cas contact déclaré via le site et après un arrêt initial du médecin, y aura-t-il carence ou pas? Donc tout à l'heure, effectivement, on a échangé avec Quentin et Ingrid, vous en avez parlé lors de la présentation du PowerPoint. Logiquement, c'est la cellule contact tracing qui va émettre donc la première attestation d'isolement qui fait office d'arrêt de travail. Donc charge à vous de nous transmettre donc votre signalement DSN ou une attestation de salaire pour qu'on puisse payer. Si on a un arrêt par la suite, si votre salarié, à l'issue de la période d'isolement, est toujours malade, effectivement, à ce moment-là, il est invité à demander une téléconsultation ou à aller voir son médecin traitant et à se faire prolonger. Et dans le cas d'une prolongation, on ne retiendra évidemment pas de carence. Donc, en fait, l'information importante à retenir, c'est que désormais, tous les arrêts dérogatoires doivent logiquement découler du site Déclare Amélie et qu'effectivement, tous les patients zéro doivent s'être fait connaître via donc ce service. Merci beaucoup Ingrid, le mot m'avait échappé. Voilà, et qu'en cas de prolongation, effectivement, ils doivent aller voir leur médecin. Donc, quelle démarche doit effectuer le salarié pour obtenir une prise en charge en chômage partiel de la part de l'employeur? Alors, le salarié, en cas de chômage partiel, n'a aucune démarche à effectuer. Donc, c'est à l'employeur de s'adresser donc directement à la DIRECT, qui est donc la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, et donc de faire le nécessaire donc, pour mettre en place le chômage partiel au sein de son entreprise. Alors, en cas de retour d'un pays de l'Union européenne ou hors Union européenne, lorsque l'isolement est imposé, existe-t-il une prise en charge par l'assurance maladie ou est-ce à la charge des entreprises? Donc ça, c'est une question pour laquelle on a déjà apporté quelques informations précédemment. Effectivement, aujourd'hui, on est amené à partir à l'étranger uniquement pour un motif impérieux, qui soit d'ailleurs personnel, familial ou professionnel. Et effectivement, lorsque la personne revient de ce voyage, elle doit être mise
mise en isolement. Et donc, la nouveauté, là, depuis donc, le 22 février 2021, c'est que cette période d'isolement, elle va être prise en charge par l'assurance maladie. Et pour cela, donc, l'employeur doit en fait faire une déclaration sur le site Déclaramélie, le même dont on vous a parlé depuis le début de ce webinaire. Et donc, voilà. Vous faites la déclaration, vous complétez, vous nous ferez parvenir les éléments de salaire par la suite et ça nous permettra donc de prendre en charge l'indemnisation de cette période d'isolement. Alors, les arrêts pour isolement sont-ils soumis aux mêmes règles que les indemnités journalières de sécurité sociale, que les autres arrêts classiques? Alors, effectivement, pour les indemnités journalières qui sont versées dans le cadre du Covid, donc en fait, la particularité, c'est qu'elles ne nécessitent pas de conditions d'ouverture de droits spécifiques et qu'il n'y a pas de délai de carence qui est appliqué pour ces arrêts-là. De plus, ces arrêts ne seront pas comptabilisés dans les durées maximales de versement d'IJ. Voilà, donc que faire si un employé est cas contact ou positif alors qu'il est déjà en télétravail? Alors, comme on vous l'a dit depuis le début de ce webinaire, le télétravail, c'est censé être la norme, effectivement. Maintenant, si ce salarié qui est en télétravail donc, devient positif, il sera donc pris en charge par la cellule Contact Tracing qui va lui délivrer un arrêt, donc s'il n'est pas en capacité de poursuivre son travail. Donc vous l'aurez bien compris aujourd'hui, un salarié donc, qui est atteint du Covid, soit il est asymptomatique, il peut tout à fait télétravailler chez lui et il n'y a aucune démarche particulière à effectuer, soit effectivement il présente des symptômes mais il est malade et qu'il ne peut pas télétravailler. À ce moment-là, donc s'il a passé un test qu'il est positif, il va être contacté par la cellule Contact Tracing et donc il va rester en isolement. Et vous devrez par la suite donc, nous faire parvenir une attestation de salaire pour qu'on puisse l'indemniser. Alors, est-ce que le salarié a une obligation de communiquer s'il est atteint d'une variante du virus? Alors aujourd'hui, vous l'avez entendu tout à l'heure, Quentin nous l'a dit, Ingrid aussi, quand on est patient positif, il n'y a pas de différence finalement entre le variant ou pas le variant. La période d'isolement, elle est 10 jours, mais vous ne serez pas, vous, en tant qu'employeur, informé de la nature de la souche qui a atteint le salarié. Donc effectivement, c'est une information d'ordre médical et donc c'est lié au secret médical. Vous ne pouvez pas connaître quelle souche a infecté le salarié en question. Alors, comment savoir si le salarié est atteint du variant et doit-il être isolé 10 jours au lieu de 7? Alors oui, effectivement, donc comme on vous l'a dit précédemment, on ne peut pas savoir si le salarié a le variant ou pas le variant, mais dans tous les cas, on est isolé pendant 10 jours à partir du moment où on a été atteint par le Covid et qu'on présente des symptômes. Alors, une femme enceinte est-elle une personne vulnérable et doit-elle s'arrêter? Donc alors, la femme enceinte, elle est considérée comme une personne vulnérable à partir du 3e trimestre de sa grossesse. Donc, si elle ne peut pas poursuivre son activité sur son lieu de travail, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les mesures protectrices nécessaires, renforcées, qui peuvent être mises en place dans le cadre de son travail, et si en plus elle ne peut pas également être en télétravail, elle va pouvoir demander à son médecin traitant donc de lui fournir ce qu'on appelle un certificat d'isolement qu'elle vous présentera. Et à ce moment-là, elle entre donc dans la catégorie des personnels vulnérables et donc vous devrez mettre cette personne donc en activité partielle, donc au chômage partiel. Alors, lorsqu'un salarié a un arrêt Covid de la CEPAM et ensuite une prolongation d'arrêt de son médecin, est-ce que nous lui enlevons les jours de carence conventionnels? Donc là, c'est le même principe, je vous dirais, qu'un arrêt classique. Quand il s'agit d'une prolongation, on n'enlève pas de carence. Donc, si la personne a été détectée, donc, a été contactée par la cellule Contact Tracing, qu'elle a eu un premier arrêt de travail et que par la suite, elle est prolongée par son médecin, nous n'appliquerons pas effectivement de carence. Alors, le cas contact ou Covid doivent-ils être documentés au sein de l'entreprise?
Alors effectivement, c'est toujours intéressant de pouvoir informer son personnel de ce qui est mis en place dans le cadre de la gestion du Covid. On met à votre disposition un flyer récapitulatif et si vous le souhaitez, d'ailleurs, nous vous le ferons parvenir en même temps que le PowerPoint qu'on vous a diffusé aujourd'hui et la liste des questions-réponses. Donc, on vous fera parvenir également ce flyer que vous pourrez mettre à disposition de vos salariés. Alors, la date de validité du certificat d'isolement, point d'interrogation. Donc, effectivement, là, il y a une petite nuance entre le certificat d'isolement et l'attestation d'isolement. Donc, le certificat d'isolement, c'est celui qu'en général, on donne aux personnes vulnérables. Donc, alors, si la question était de savoir s'il a une date de validité, ce certificat, la réponse est que pour l'instant, cette date, en fait, sera fixée selon les consignes gouvernementales et qu'à ce jour, on n'a pas de date de validité précise. Donc, quand la personne a été mise donc en isolement par son médecin, effectivement, donc elle rentre dans le cadre du chômage partiel dans l'entreprise, mais on n'a pas de date butoir à cet isolement. Les modalités suivantes donc, ont été oui. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Alors, la question suivante, l'entreprise peut-elle sanctionner un salarié qui vient travailler alors qu'il sait pertinemment qu'il a des symptômes ou qu'il a été testé positif? Alors, je vous dirais qu'à cette question, l'assurance maladie ne peut pas vraiment vous répondre. Aujourd'hui, les consignes sont claires. Lorsque vous êtes atteint du Covid, vous devez vous isoler. Cependant, on n'a pas de moyen de contrainte sur la personne positive pour absolument la laisser isoler. Donc, est-ce que l'entreprise peut sanctionner un salarié? Donc, je ne peux pas répondre à cette question. Seule l'entreprise peut savoir si effectivement elle peut blâmer ou sanctionner son salarié. Mais dans le cadre de l'assurance maladie, en fait, nous ne pouvons pas du tout intervenir dans ce domaine-là. Calculer l'indemnité journalière. Donc, j'imagine que la question qui nous a été posée est de savoir quant au calcul des indemnités journalières en cas d'isolement Covid. Alors, il faut savoir que les indemnités journalières, elles vont être calculées sur une base maladie et que pour qu'on puisse payer les indemnités journalières, vous allez devoir nous fournir une attestation de salaire ou réaliser votre signalement DSN en maladie pour qu'on puisse effectivement verser les indemnités journalières. Est-ce que si un salarié contracte le Covid au travail, cas contact, collègues, etc., est-ce qu'il est reconnu en maladie professionnelle? Alors aujourd'hui, tout à chacun qui a été atteint peut faire une demande de maladie professionnelle. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Donc, il y a un portail dédié d'ailleurs qui a été mis à disposition donc, par la Caisse nationale d'assurance maladie sur lequel, donc, qui s'appelle, je crois, déclaremaladiepro.amelie.fr. Donc, toutes ces informations, vous les aurez, on vous les retransférera en même temps que les documents de présentation. Et donc, en fait, n'importe quel assuré, salarié peut tout à fait s'identifier donc sur cette plateforme et se faire connaître. Et ensuite, donc, il y aura une instruction du dossier comme dans les cas classiques de maladie professionnelle. Alors, comment font les collectivités territoriales ? Donc, alors, pour les collectivités territoriales, c'est le même principe que pour les salariés du régime général. Le recours au télétravail reste donc la solution à privilégier. Les agents qui ont été testés positifs vont, quant à eux, être mis en arrêt maladie, donc à partir du moment où effectivement ils présentent des symptômes. Alors, quant aux cas contacts, ils doivent être placés en télétravail dans la mesure du possible. Donc voilà, donc si effectivement vous avez des cas contacts et qui peuvent télétravailler, c'est parfait. Et si ce n'est pas le cas, donc ils devront être placés en quatorzaine avec une autorisation spéciale d'absence que vous devrez donc délivrer aux salariés. Alors, il est indiqué qu'à l'instar du régime général et sous certaines conditions, les personnes vulnérables ou les parents dont les enfants doivent s'isoler pourront bénéficier d'une autorisation spéciale d'absence pour les fonctionnaires. Les contractuels, quant à eux, bénéficieront donc d'une mesure de chômage partiel. Donc voilà, concernant les collectivités territoriales. Donc, y a-t-il une procédure type,
que peut-on envoyer aux salariés en cas de Covid ou en cas de contact, cas contact. Donc ça, c'est le même principe que tout à l'heure. Donc on met à votre disposition le flyer sur lequel vous trouverez toutes les informations qui résument parfaitement ce qu'on vous a dit aujourd'hui tout le long de ce webinaire. Donc, quelle est la durée du maintien de salaire en cas Covid ou isolement? Alors, le maintien de salaire, c'est ce que vous, en tant qu'employeur, vous devez réaliser quand votre salarié est arrêté. Comme vous le savez qu'il y a plus de conditions maintenant de mise en place de ce maintien de salaire, il doit être intégral. Et donc, effectivement, la durée, c'est toute la durée de l'arrêt. Tant que la personne est en arrêt pour cause Covid, vous devez lui maintenir le salaire. Et la dernière question, jusqu'à quelle date les absences pour isolement sont actuellement accordées? Alors, s'il s'agit des absences d'isolement pour les personnes vulnérables, donc comme je vous le disais tout à l'heure, pour l'instant, il n'y a pas encore de consignes fixées par le gouvernement, donc on n'a pas encore de date spécifique à ce jour. Donc, on a répondu en fait aux questions que vous nous aviez posées donc lors de votre inscription. Donc, sans doute y a-t-il d'autres questions qui sont arrivées sur le chat pendant que je répondais à celles-ci. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on vous enverra la réponse à toutes vos questions intégralement, que ce soit celles initialement posées ou que ce soit celles qui ont été posées aujourd'hui en direct via donc ce webinaire. Je vous remercie énormément d'avoir participé donc à ce webinaire. J'espère qu'il a pu vous apporter donc un éclairage supplémentaire sur ce qui a été mis en place par l'assurance maladie. Donc, n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse mail qu'on vous avait communiquée lors de l'invitation à ce webinaire si vous avez des questions complémentaires. Alors, d'autre part, comme vous le savez, on vous en parlait un petit peu au début, il y a un questionnaire de satisfaction qui est mis en place. Je vous invite vivement, s'il vous plaît, à y répondre. Le lien vient d'être mis en barre de chat afin que vous puissiez prendre quelques minutes, s'il vous plaît, pour le compléter. Ça nous permet, dans un premier temps, de nous améliorer et surtout, ça va nous permettre dans un second temps, de pouvoir vous proposer d'autres webinaires qui seront plus proches de vos attentes. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos problématiques. Merci encore à tous et bonne continuation. À très bientôt. Au revoir à tous. Merci de votre participation. À bientôt.